Bonsoir à tous, heureusement qu'il est là, heureusement que je l'ai mon fils, on va relever cette famille, cette maison. Il ira beaucoup plus loin, je te le jure, il ira plus loin que son raté de père qui nous a ruinés. Extrait des Borkman et Christophe Sermet est l'invité de LCR ce soir. Je viens te défendre contre celle-là, défendre ton nom. Adrien portera ton nom. Il le défendra jusqu'à sa dernière goutte de sang. Il le portera haut et fort. Il lui rendra son honneur et son cœur qui n'aura pas pour sa solitude. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family. Parle-moi encore de ma mission, maman. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family. Me, mom and daddy, city queens, eating fried beans. We're all in the magazines, starting down caressing. We ain't got no friends, a trouble never end. No Christmas card to send. Daddy likes men. Daddy likes me. Daddy likes me. Je vous demande pas si ça ne fait pas flipper de descendre au fond de ce trou pour donner des leçons de guitare à un type de votre âge qui vit dans sa cave. Moi, je ne me suis jamais posé la question, je devrais. Non, Je suis vieux. oui, évidemment. Doesn't pay to try. All the smart boys know why. Doesn't mean I didn't try. Voilà, les Borkman, on dirait presque le nom d'un groupe de rock. C'est à partir de ce soir au Théâtre des Martyrs qui rouvre ses portes. Donc précipitez-vous, c'est place des Martyrs au cœur de Bruxelles. Compagnie du Vendredi, bon anniversaire tout d'abord. Hein. 10 ans tout de même, Christophe. Ouais. Mine de rien, vous l'avez vu passer ce temps? Oui et non. Ouais, c'est quand même, c'est du labeur et en même temps, ouais, non, on vieillit vite Ouais. dans ce métier. Ça fonce, hein. Ça Ouais, fonce. ça 10 fonce. ans pour cette compagnie. Ça fuse. On va citer, j'allais dire les membres du groupe, mais c'est un peu ça. Vous allez me dire pourquoi d'ailleurs. Il y a Vanessa Campagnucci, Adrien Drumel, Gwendoline Gauthier, Sarah Lefebvre et Yannick Régnier. Ça s'appelle les Borkman et c'est vrai que ça pourrait être le nom d'un groupe de rock où si vous avez cherché ça un peu, non, j'ai l'impression. On l'a un peu cherché, ouais. Le titre, donc c'est la revisitation d'une pièce qui s'appelle John Gabriel Borkman Ouais. d'Ibsen. Une des dernières pièces, on va voir d'ailleurs une couverture du livre. C'est une des dernières, hein, je crois. C'est, je crois, l'avant-dernière. Avant-dernière, ouais. Qui est beaucoup montée à l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, et très peu en francophonie. Et l'idée, donc, oui, par rapport au groupe de rock, c'est on a commencé à travailler sur ce matériau pendant le Covid, et on a un peu travaillé dans notre entrepôt, en fait, de décors. Enfin, parce que vous ne pouviez pas bouger, quoi. Parce que voilà, c'était vraiment une question, pas de survie, mais en tout cas de santé mentale, d'être actif. Donc on s'est dit, on décide de monter une pièce avec rien, et un peu comme un groupe de rock dans un garage. Donc il y a des aspects garage rock, comme on dit. Le piano a même remplacé le piano a été remplacé par la guitare électrique. Ouais. Du coup, ça électrise le texte d'Ibsen que vous avez changé, enfin bien changé. Vous aimez les adaptations, d'ailleurs, on va en parler, mais parce qu'il avait un peu vieilli quand même ce texte. Il n'était pas lourd, mais voilà, c'est quand même le 19e siècle. On est vers 1898 là quelque part. Oui, c'est ça, et ça a plus vieilli d'après moi que par exemple Tchekhov. Ouais. Ou quand on monte Tchekhov. Ou Gorky. Ou Gorky, oui, mais surtout Tchekhov, il y a une espèce de musicalité qui est déjà dans la langue, de précision comme ça, de concision en fait, qui a pas du tout, je trouve, après Ibsen, c'est un monument, hein, je crois que c'est l'auteur le plus joué après Shakespeare au monde. Ah ouais. Ouais, c'est étonnant, mais... Ouais. Et donc, donc on a beaucoup, on s'est vraiment, aussi parce qu'on était dans le Covid et que personne nous surveillait, on s'est permis de prendre de grandes libertés avec l'œuvre d'origine, pour vraiment se l'approprier, quoi. Ouais. Et dans, justement, comme vous l'avez dit, par rapport à la musique, où normalement le personnage éponyme est pianiste à ses heures, et là on l'a mis dans l'abri anti-atomique avec une guitare électrique. Ouais. Abri anti-atomique parce qu'il est dans un grenier, je crois, à l'origine. Et là, vous l'avez mis dans une cave. L'étage, et on a un peu changé la topographie des lieux. Ouais. Il est à la cave, ça fait aussi un peu plus grunge. En plus, c'est frontal, c'est comme un groupe de rock. Les acteurs sont là du début jusqu'à la fin. C'est extrêmement physique.
y compris pour les spectateurs, les spectatrices. Oui. Oui, non, mais voilà, il y a des décibels. L'idée, c'était de pas de faire une espèce de fonctionnement comme une comédie musicale, mais plutôt d'essayer d'insérer un mini concert rock dans une pièce comme ça, d'entrelacer les choses. Donc, c'est vraiment du théâtre de jeu, intense, le plus intense possible. Ouais. Et une espèce de tragicomédie, en fait. On a tiré la pièce qui, à l'origine, est un drame bourgeois vers quelque chose de plus tragicomique. Et comme vous le disiez avant, avec l'idée d'électriser littéralement le propos et sur les rapports entre les gens, parce que c'est un drame intrafamilial, famille dysfonctionnelle pour le moins, suite à la ruine, en fait, du père. Donc ça. C'est l'histoire d'une déchéance. Voilà, la déchéance d'une famille parce qu'il a fait quelques conneries, il est banquier. Ouais. Et donc ça nous parle aujourd'hui parce que c'est vrai que vous aimez adapter les classiques, même jusqu'à Euripide, vous remontez loin parfois, en tout cas dans l'histoire de votre compagnie. Qu'est-ce qui nous apporte aujourd'hui ces classiques comme regard ? On a l'impression que c'est des thèmes universels, en fait. La jalousie, la cupidité, l'envie de détruire l'autre. Enfin, tout est toujours là aujourd'hui, en fait. Oui, l'homme n'a pas changé. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je pense que le théâtre est un des plus vieux des arts et c'est peut-être le plus immortel parce que on aura toujours besoin de gens qui se mettent à la place, qui incarnent et le mal, et la dérision, et le ridicule, etc. Et donc moi je crois beaucoup à ça, en la fable, à continuer à proposer des histoires dramatiques, c'est-à-dire où des gens prennent la parole à la place d'eux. Et donc d'aller reprendre des mythes plus ou moins anciens par exemple ici il y a une espèce de mythe fondateur qui est en fait le capitalisme qui est au cœur de cette pièce et qui en annonce dans la pièce même à la fin du 19e il y a une espèce d'échec de ça qui est annoncé ou en tout cas qui est figuré d'une certaine manière. Et donc de grossir le trait de ça, c'est-à-dire d'une chute, comme on en a vu dans l'actualité, Madoff, etc. D'aller chercher ça, d'aller revisiter ça par le biais du théâtre et d'une pièce justement qui nous parle pas de manière dans un rapport à notre actualité. C'est ça. Vous l'avez rendu intemporel. C'est pas non plus spécialement notre actualité, c'est l'actualité des hommes, c'est la soif du pouvoir qui peut éloigner souvent de la légalité. Effectivement, on pense aux crises financières, aux dérives des superpuissants. Vous avez cité Madoff, mais DSK peut-être aussi, Weinstein, même peut-être Depardieu dernièrement. Quand on se croit un petit peu au-dessus des lois, on peut tout détruire autour de nous. On a vu sa famille là, qui était un petit peu tremblante. Ça parle de tout ça ? En tout cas, ça lie. Il y a une espèce de triptyque dans la pièce comme ça, qui est l'art, l'argent, l'amour. Ouais. Et surtout les deux derniers, l'argent, en fait, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a sacrifié un amour de jeunesse, un amour vrai, pour une ascension sociale. Donc il y a cette tension entre ce à quoi on tient, la fragilité des rapports entre les êtres et le pouvoir et l'argent. Voilà, pour dire les choses simplement. Et donc, ça, d'exposer ça à une lumière crue aujourd'hui, donc vous l'avez dit, le spectacle est très frontal dans sa disposition, est très proche des gens. L'idée, c'est d'essayer c'est ce qu'on travaille Tchekhov pour l'instant avec la compagnie, et c'est pareil, c'est de voir comment ramener ces thématiques-là, de nous les ramener le plus proche possible des spectateuristes d'aujourd'hui. Parce que Tchekhov, ça c'est la création qui va suivre au Théâtre des Martyrs aussi, toujours avec votre compagnie, plus ou moins les mêmes acteurs. Vous m'avez dit d'ailleurs que c'est un peu compliqué parce que vous jouez une pièce qui a été créée et vous répétez une nouvelle pièce. Ça va, vous en sortez là? C'est un peu schizophrène quand même, non? Non, ça va aller. Ça va aller, dans un théâtre qui réouvre, donc ça aussi c'est... Et les Martyrs, tout ça est assez excitant. Alors les fameuses 3 sœurs de Tchekhov, quelque part, ça parle aussi de l'actualité. Vous vous êtes fait rattraper par l'actualité, non, l'Ukraine, quoi, parce que ces 3 sœurs, les parents, la mère, elle n'est plus là, le père n'est plus là. Il y a des soldats qui viennent. Ceci dit, les militaires sont un peu plus gentils. J'ai l'impression qu'ils sont doux. C'est des militaires. Ils doutent. Comment ?
ils doutent un peu, enfin ils sont... Ils sont tous sauf dans leur action, dans leur fonction de militaire, c'est-à-dire que c'est des soldats fleurs bleues, c'est des espèces de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ouais, c'est bien, encore le rock. Hein. Oui, voilà, encore de la musique. Trip, ça, ouais. Et donc oui, mais aujourd'hui mettre sur le plateau des militaires russes, du plus grand auteur de théâtre russe, avec l'actualité, on avait choisi la pièce avant les événements d'Ukraine, mais ça s'est télescopé et donc c'est sûr que c'est pas innocent. Mais si je trouve important en fait, de continuer à monter les humanistes, et Tchekhov est quand même de cette époque-là, une figure comme ça d'un humanisme dépolitisé, enfin apolitique, qui nous parle effectivement, encore une fois, de manière très virtuose des rapports entre les êtres, quoi, et de comment ça se tisse, ça se fait et ça se défait. Ouais. Et la famille, j'ai l'impression, Christophe, ça revient souvent. La famille, la chute d'une famille pour l'un, la famille ébranlée quand même chez Tchekhov aussi. Ça, c'est un noyau qui vous intéresse ? C'est un noyau qui est dramatiquement forcément intéressant, qui est en fait je me rends compte les pièces qui m'intéressent, je cherche pas les pièces qui parlent de la famille, mais c'est souvent ça finit là en fait. Ça revient. Ça en revient à ça. Et moi c'est surtout je cherche avec les acteurs, les actrices l'intensité, un jeu le plus large possible pour un théâtre d'actrices intense, et la famille est effectivement un réceptacle. On est vraiment dans l'art vivant avec vos spectacles. Irina, Olga et Masha, ça c'est pour un peu plus tard. Maintenant, au Martyr, à partir de ce soir, c'est effectivement ce premier spectacle, les Borkman. Donc c'est pas un concert, quoique c'est aussi peut-être un peu un concert. Il y a 9 ou 10 morceaux de musique quand même qui sont rapides et intenses aussi. Très rapidement, le livre que vous avez choisi, c'est lequel ? L'inconnu de la Poste, Florence Aubenas. Pourquoi en 2 mots ? On n'a plus beaucoup de temps. Moi, c'est un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps et qui m'a frappé par l'endroit où l'écrivaine se place justement à la recherche d'une espèce de mystère insoluble de la disparition d'un acteur, d'ailleurs. Gérald Thomasin, on peut le citer. Qu'est-il devenu ? Il faut lire ce livre si vous ne l'avez pas encore lu. Et le spectacle, c'est à partir de ce soir au Martyr. Allez voir les Martyrs, les portes se rouvrent. Merci beaucoup, Christophe, et bonne haine, comme on dit pour ce soir. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.